Bienvenue dans cette sixième partie de la série de vidéos dont l'objectif est de partager avec vous l'essentiel de l'algorithme pour commencer à programmer. Dans notre précédente vidéo, nous avons appris l'utilité des structures répétitives et nous avons appris l'utilisation de la structure répétitive qui nous permet de répéter un traitement un nombre connu de fois. Nous avons également vu que cette structure répétitive ne permet de résoudre que des problèmes dont on connaît à l'avance le nombre d'itérations à faire ou à réaliser. Dans cette vidéo, nous allons apprendre une autre forme de structure répétitive qui nous permet d'exécuter un traitement tant qu'une condition est vérifiée. Il s'agit de la structure itérative tant que. La structure répétitive tant que nous permet d'exécuter un bloc d'instructions tant qu'une condition spécifiée est vraie. Cette condition est appelée la condition d'itération. La syntaxe de la structure répétitive tant que est la suivante. Donc nous avons ici tant que, condition, faire, traitement, fin tant que. La sémantique derrière cette syntaxe, c'est que pour cette structure répétitive, nous vérifions une condition que nous appelons condition d'itération. Et lorsque cette condition est vraie, nous exécutons le traitement qui est spécifié ici. À la fin de l'exécution de ce traitement, nous revenons à la vérification de la condition. On vérifie encore si cette condition est vraie ou pas. Donc tant que cette condition est vraie, on exécute le traitement ici et on vérifie de nouveau la condition que nous avons spécifiée ici. On continue cette itération ou cette boucle jusqu'à ce que la condition ici soit fausse. Et là, on sort de notre boucle et on exécute l'instruction après le fin tant que. C'est-à-dire qu'on continue l'exécution de l'algorithme. Donc la condition spécifiée ici est une expression booléenne qui peut retourner vrai ou faux. Une chose importante à noter au niveau de la structure répétitive tant que, c'est qu'une erreur dans la spécification de la condition d'itération peut entraîner une boucle infinie. Donc c'est à nous de gérer manuellement à l'intérieur de la boucle la fin de cette ou la validation de cette condition. Donc si ce n'est pas le cas, donc on risque de tomber dans une boucle infinie. Donc il faut trouver un moyen à l'intérieur du traitement d'invalider ou de rendre cette condition fausse à un moment donné pour que la boucle s'arrête. L'organigramme de la structure répétitive tant que se présente comme suit. Donc au début, nous avons tout ce qui est instruction avant notre structure itérative. Donc arrivé au niveau de notre structure itérative, on vérifie la condition d'itération, qui est la condition spécifiée ici. Si cette condition retourne une valeur qui est vraie, alors on exécute le traitement qui est spécifié ici et on boucle. Donc on revient alors à la vérification de la condition d'itération. On vérifie de nouveau cette condition. Si elle est vraie, alors on exécute encore une fois le traitement spécifié ici, on boucle encore une fois. Donc on continue cette exécution tant que la condition ici retourne vraie. Et lorsqu'on va encore une fois boucler, lorsqu'on vérifie cette condition et que cette condition retourne une valeur qui est fausse, alors on sort de l'exécution on sort de la boucle et on continue l'exécution de l'algorithme après le fin tant que. Pour mieux comprendre l'utilisation de la structure répétitive tant que, nous allons revenir sur les cas d'étude que nous avons réalisés lors de la vidéo précédente sur la structure répétitive pour. Dans la vidéo précédente, notre premier cas d'étude était d'afficher la table de multiplication de 1 à 10 d'un nombre saisi par l'utilisateur. Nous avons ici une proposition d'algorithme pour résoudre le problème de table de multiplication. Pour cet algorithme, nous commençons par déclarer deux variables. La première représentant la valeur saisie par l'utilisateur, c'est-à-dire le multiplicateur. Nous le déclarons ici en tant qu'entier. On déclare une seconde variable qui représente notre compteur, qui va nous permettre de mettre en place notre structure itérative. Au début de l'algorithme, nous commençons par afficher un message à l'utilisateur pour l'inviter à saisir la valeur représentant le multiplicateur. On lit ensuite la valeur saisie par l'utilisateur que nous affectons dans une variable multiplicateur que nous avons précédemment déclarée ici. On initialise ensuite notre variable compteur que nous avons déclarée ici avec une valeur égale à 0. Nous mettons ensuite en place notre structure itérative qui va nous permettre de faire la boucle pour afficher la table de multiplication. Donc c'est-à-dire afficher chaque ligne de la table de multiplication. Donc ici, on dit tant que la valeur du compteur est inférieur ou égal à 10, faire. Donc nous allons exécuter l'ensemble des instructions ici, tant que cette condition est vérifiée. Donc dans un premier temps, on affiche la ligne de la table de multiplication à l'utilisateur. Donc ici, en supposant par exemple que la valeur du multiplicateur est 2,
et que nous exécutons la première fois cette instruction, donc du coup on aura 2x 0 égale à 0. Donc on aura 2x0 égale à 0. Donc ça va afficher la première ligne à l'utilisateur lorsque nous rentrons la première fois dans cette structure itérative. Donc après l'affichage, nous réalisons ici une incrémentation manuelle de la valeur de notre compteur. L'idée ici, c'est de pouvoir incrémenter cette valeur pour qu'à un moment donné, que cette condition ne soit plus vérifiée pour qu'on sorte de la boucle. Si on ne réalise pas cette incrémentation manuelle, on va tomber dans un cas de boucle infinie parce que la condition ici sera toujours vraie. Donc ici, on réalise une incrémentation de notre compteur en lui donnant la valeur actuelle plus 1. Donc cette incrémentation manuelle, lorsqu'on utilisait la structure répétitive pour, cette incrémentation était réalisée de façon automatique pour nous. Mais là, il faut qu'on le réalise nous-mêmes de façon manuelle. C'est la différence avec la structure itérative pour. Donc après l'exécution de cette incrémentation, on remonte là, on vérifie encore une fois la condition d'itération. Si cette condition est vraie, alors on réalise encore les deux instructions ici, on revient encore une fois là, on vérifie encore la condition d'itération. Donc on exécutera ces deux instructions tant que la condition ici sera vraie. Donc on réalisera progressivement cela jusqu'à ce que la condition ici ne soit plus vraie, c'est-à-dire que la valeur de compteur à un moment donné sera égale à 11. Donc lorsqu'on va vérifier cette condition, on verra que 11 n'est pas inférieur ou égal à 10. Et dans ce cas, nous allons sortir de la boucle et exécuter les instructions après le fin tant que. Donc ici, vu qu'il n'y a plus d'instructions à exécuter, on arrive à la fin de la boucle et on s'arrête. Donc les choses qui sont importantes à noter ici, c'est que nous réalisons une initialisation de notre compteur et nous réalisons ici une incrémentation manuelle. Chose que la structure répétitive pour nous faisait de façon automatique. Donc il faut modifier cette condition pour qu'on ne tombe pas dans un cas de boucle infinie. Donc ici, on peut dire que la condition compteur inférieur ou égal à 10 représente pour nous la condition d'itération. Nous allons maintenant voir comment écrire cet algorithme en utilisant notre outil de test AlgoBoss. Donc ici, j'ajoute une petite description, donc je mets ici multiplication, donc en utilisant le tant que. Donc je commence ici par déclarer les variables que j'aurai à utiliser. Donc je déclare une première variable que je vais appeler multiplicateur et une seconde variable que je vais nommer compteur qui va me permettre de mettre en place ma structure répétitive. Donc nous commençons l'algorithme en demandant à l'utilisateur, au début de l'algorithme, on affiche un message à l'utilisateur pour l'inviter à saisir la valeur du multiplicateur. Donc je mets ici saisir le multiplicateur. Saisir le multiplicateur. On procède ensuite à la lecture de la valeur saisie par l'utilisateur que nous affectons dans une variable, dans notre cas multiplicateur. Donc ici je vais ajouter lire une variable. Donc il s'agit de la variable multiplicateur. Nous allons ensuite initialiser notre valeur compteur en lui donnant une valeur 0. Donc j'ajoute une nouvelle ligne ici. Donc je vais réaliser une opération d'affectation. Donc ici, affecter variable, valeur à variable. Donc ici, nous allons initialiser notre compteur en lui donnant la valeur 0. Avant de commencer par mettre en place notre structure itérative. Donc je vais ajouter une nouvelle ligne ici. Donc j'ajoute une structure répétitive tant que. Donc ici on me donne un message pour m'aider à mettre en place ma structure répétitive au cas où je ne sais pas utiliser l'outil AlgoBoss. Donc ici notre condition c'est que nous allons vérifier si notre compteur. Notre condition c'est de vérifier ou c'est de réaliser le traitement tant que la valeur du compteur est inférieure ou égale à 10. Donc je mets compteur inférieur ou égal à 10. Je vérifie une chose ici. Je fais une erreur en mettant un 10. Donc je fais OK. En mettant de l'espace plutôt. Donc là, je insère ici le traitement à exécuter tant que cette condition est vérifiée. Donc dans notre cas, nous allons afficher un message à l'utilisateur. Donc nous allons afficher un message
à l'utilisateur pour lui afficher les lignes de la table de multiplication. Donc ici, on affichera un message de la forme, par exemple, 2 comme ça. 2 fois 0, par exemple, égale à 0. Donc ici, nous allons afficher dans un premier temps la valeur de notre multiplicateur multiplié par la valeur de notre compteur égale au résultat issu du calcul de 2 fois 0. Donc ici, je vais commencer par afficher ici la valeur d'une variable. Donc ici, je fais ceci. Donc nous allons afficher la valeur de notre multiplicateur. Donc je fais juste OK. J'ajoute une nouvelle ligne. Donc je vais afficher ici le test X. Donc je fais ajouter, afficher un message. Donc je fais espace, je mets X, je mets espace. OK. Donc je vais ajouter maintenant la valeur de notre compteur. Donc je fais nouvelle ligne. Afficher la valeur d'une variable. Donc dans ce cas, j'affiche le compteur. Je vais ensuite afficher la valeur égale. Donc j'ajoute encore une nouvelle ligne, afficher message. Je mets espace égale espace. Donc il me reste maintenant à afficher le résultat issu du calcul de la multiplication du multiplicateur par le compteur. Donc ici j'ajoute une nouvelle ligne encore. Donc je vais afficher ici le message afficher calcul. Donc je vais multiplier ici le compteur par la valeur du multiplicateur. Donc multiplicateur multiplié par compteur. Donc je fais OK. Et là maintenant je vais ajouter à la fin une ligne. Comme ça, je vais ajouter ici une ligne, un saut de ligne pour pouvoir passer à la ligne suivante. Donc j'ajoute une nouvelle ligne encore une fois ici pour ajouter mon saut de ligne. Donc je fais afficher message, je mets juste un espace là et je fais ajouter un retour de ligne. Je fais OK. Donc nous allons tester cela pour voir ce que ça donne. Donc je pense qu'il y a une chose qu'on a manqué ici. Donc si je lançais l'algorithme ici, nous allons tomber dans un cas de boucle infinie parce que j'ai omis l'incrémentation de ce compteur. Parce que ici, il n'y a aucune partie où je modifie la valeur du compteur. Ça veut dire que la valeur du compteur va rester égale à sa valeur initiale lorsque le programme ou l'algorithme va rentrer dans cette partie. Donc du coup, je vais tomber dans un cas de boucle infinie et pour éviter cela, c'est à cause de ça que nous avons une condition manuelle qui incrémente la valeur du compteur. Donc ici, je vais ajouter une nouvelle ligne. Donc je vais réaliser une opération d'affectation de valeur. Donc je vais dire ici que dans mon compteur, je vais affecter la valeur actuelle de compteur plus 1. Donc je peux maintenant tester mon algorithme pour voir ce que ça donne. Donc je fais tester l'algorithme, lancer l'algorithme. Donc supposons que je vais afficher la table de multiplication de 2. Donc je fais 2 ici. Je fais entrer. Donc j'ai la table de multiplication qui est affichée de 0 à 10. Donc on peut faire un deuxième test. Donc je prends la valeur 7 par exemple. Je fais entrer. Donc j'ai ma table de multiplication qui s'affiche bien. Donc on vient d'écrire la table de l'algorithme de la table de multiplication en utilisant la structure répétitive tant que. Nous avons ici une comparaison des deux solutions. La première utilisant la structure répétitive tant que et la seconde utilisant la structure répétitive pour que nous avons vu dans la vidéo précédente. Donc si on analyse un peu ces deux algorithmes, on remarque que c'est juste la mise en place de la structure répétitive qui change. Donc nous avons dit que le pour nous permet de réaliser les incrémentations de notre compteur ici de façon automatique. Donc on ne fait rien de manuel ici. Alors que la structure, avec la structure répétitive tant que, c'est nous devons réaliser nous-mêmes de façon manuelle l'incrémentation de ce compteur. Parce que c'est nous qui gérons manuellement la fin de notre itération ou l'invalidation de notre condition d'itération, c'est nous qui gérons ça manuellement. Le deuxième exercice que nous avons réalisé dans la vidéo précédente consistait à demander à un utilisateur deux nombres, puis à calculer la puissance du premier nombre élevé au second nombre. C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur saisit par exemple la valeur 2 suivie de 3, il fallait lui afficher 8 parce que 2 puissance 3 égale à 8. Et si par exemple l'utilisateur entre la valeur 3 suivie de 2, alors on lui affiche 9 parce que 3 élevé à la puissance 2 égale à 9.
une proposition d'algorithme de résolution de ce problème en utilisant la structure répétitive tant que se présente comme suit. Pour cet algorithme, nous commençons par déclarer 4 variables. La première représentant le premier nombre saisi par l'utilisateur, c'est-à-dire le nombre dont il souhaite calculer la puissance. La seconde représentant la puissance, c'est-à-dire le deuxième nombre saisi par l'utilisateur. La troisième variable représente une variable que nous allons utiliser pour mettre en place notre itération qui nous permettra de calculer la puissance du nombre saisi. Et nous avons enfin la variable qui nous permet de stocker le résultat du calcul de la puissance. Au début de l'algorithme, nous commençons par afficher un message à l'utilisateur pour l'inviter à saisir le premier nombre. On lit ce premier nombre qu'on affecte dans la variable nombre que nous avons précédemment déclaré ici. Nous procédons ensuite à l'affichage d'un message pour inviter l'utilisateur à saisir la valeur représentant la puissance, c'est-à-dire le deuxième nombre. On lit ensuite cette valeur qu'on affecte dans la variable pow que nous avons déclarée ici. Nous procédons ensuite à l'initialisation du résultat avec une valeur qui est égale à 1. On met en place ensuite notre structure itérative tant que. Donc ici, nous disons tant que la condition ici est vérifiée, c'est-à-dire tant que le compteur, la valeur du compteur est supérieure ou égale à 1, nous allons exécuter l'ensemble des instructions que nous avons spécifiées ici. Et tant que cette condition est vraie, nous allons exécuter cette suite d'instructions. Donc ce qui va se passer ici, c'est que la première fois, nous allons vérifier la valeur du compteur. Est-ce que cette valeur est supérieure ou égale à 1? Si c'est vrai, on réalise cette opération de multiplication. On arrive ici, on décrémente la valeur du compteur. On retourne là, on boucle, on vérifie à nouveau si la valeur du compteur est supérieure ou égale à 1. Si c'est le cas, on réalise encore cette opération d'affectation ou de modification de la valeur du résultat. On procède à la décrémentation du compteur, on boucle de nouveau, on vérifie encore cette condition. Donc on réalise cette itération jusqu'à ce que cette condition ne soit plus vraie. Et dans ce cas, on sort de la boucle et on exécute l'instruction après le fin tant que. Donc là, on arrive là et on affiche le message à l'utilisateur pour lui montrer le résultat issu du calcul de la puissance des deux nombres. On arrive ainsi à la fin de notre algorithme. Donc je vous invite à tester cela par vous-même en utilisant l'outil AlgoBus. Comme pour l'exercice précédent, nous avons ici une comparaison de deux solutions, l'une utilisant la structure répétitive tant que et l'autre utilisant la structure répétitive pour. Donc la différence, ici encore une fois, c'est juste au niveau de la mise en place de la structure répétitive. Donc ici, par exemple, le compteur, l'incrémentation de compteur est gérée de façon automatique par l'utilisation de la structure répétitive pour, alors que ici, nous gérons manuellement la décrémentation de notre compteur. Et c'est à nous de gérer également la condition qui nous permet d'arrêter la boucle ici. Donc à savoir, trouver un moyen de rendre cette condition fausse à un moment donné. Nous allons maintenant traiter notre deuxième étude de cas que nous avons vu dans la vidéo précédente et que la structure répétitive pour ne nous permettait pas de traiter efficacement. Donc pour un petit rappel, le deuxième étude de cas consistait à afficher la racine carrée d'un nombre saisi par l'utilisateur au clavier, avec comme contrainte de forcer l'utilisateur à saisir une valeur qui est positive ou nulle. Chaque fois que l'utilisateur saisit une valeur qui est négative, il fallait lui demander de nouveau de saisir une nouvelle valeur qui est positive ou nulle, et cela jusqu'à ce que la valeur renseignée par l'utilisateur soit positive ou nulle. Nous avons vu dans la vidéo précédente que vu que nous ne connaissons pas à l'avance le nombre de fois que l'utilisateur peut faire l'erreur, la structure répétitive pour ne nous permettait pas de résoudre efficacement ce problème. Nous avons maintenant ici une solution qui utilise la structure répétitive tant que pour résoudre le problème. Nous avons vu lors de la vidéo précédente que la structure répétitive pour ne nous permettait pas de résoudre ce problème parce qu'on ne pouvait pas savoir à l'avance le nombre de fois que l'utilisateur ferait l'erreur de saisie. Nous avons ici une solution
qui utilise la structure répétitive tant que pour résoudre ce problème. Pour cet algorithme, nous commençons par déclarer une variable qui va nous permettre de stocker la valeur saisie par l'utilisateur. Ici, nous déclarons cette variable en tant qu'entier, mais on aurait pu le déclarer en tant que réel. Au début de l'algorithme, nous commençons par afficher un message à l'utilisateur pour l'inviter à saisir une valeur qui est positive ou nulle. Cette valeur est ensuite lue et stockée dans la variable nombre que nous avons précédemment déclarée. Nous mettons ensuite en place notre structure répétitive tant que qui va nous permettre de vérifier la valeur saisie par l'utilisateur. Donc ici, on dit tant que le nombre saisi par l'utilisateur est inférieur à 0, c'est-à-dire si la valeur est négative, donc on doit afficher un message à l'utilisateur pour l'inviter à saisir une valeur positive ou nulle. On lit ensuite la valeur saisie par l'utilisateur et on boucle de nouveau pour vérifier si cette condition est vraie ou pas. Donc si la valeur saisie par l'utilisateur est toujours inférieure à 0, alors on lui affiche encore une fois le message de saisir une valeur qui est positive ou nulle. On lit de nouveau la valeur saisie par l'utilisateur et on boucle de nouveau. Donc on répète cette instruction jusqu'à ce que la valeur saisie par l'utilisateur ne vérifie plus cette condition, c'est-à-dire que le nombre soit supérieur ou égal à 0. Et dans ce cas, on sort de la boucle, ici, et on exécute l'instruction après le fin tant que. Donc la dernière instruction ici, il s'agit de l'affichage de la valeur de la racine carrée à l'utilisateur. On réalise cela et on termine notre algorithme. Nous allons donc tester cet algorithme en utilisant notre outil de test AlgoBus. Ici, je commence par donner un nom à mon algorithme, donc je mets ici racine carrée. Donc on commence par la déclaration des variables que nous aurons à utiliser. Donc ici, je mets un nombre qui représente le nombre saisi par l'utilisateur. Donc nous allons commencer par afficher un message à l'utilisateur pour l'inviter à saisir le nombre dont il souhaite calculer la racine carrée. Donc je mets simplement saisir le nombre. Nous allons ensuite ajouter une instruction qui va nous permettre de lire la valeur saisie par l'utilisateur et de l'affecter dans notre variable nombre. Donc j'ai qu'une seule variable, donc je fais OK. Je vais ensuite mettre en place ma structure répétitive qui va me permettre de contrôler la valeur saisie par l'utilisateur. Donc ici, je vais modifier le message pour être clair. Donc je mets saisir un nombre positif ou nul. Donc j'ajoute une nouvelle ligne ici pour mettre en place ma structure répétitive qui va me permettre de contrôler la saisie de l'utilisateur. Donc j'ajoute ici une structure répétitive tant que. Donc là, je veux itérer tant que la valeur saisie par l'utilisateur est inférieure à 0. J'insère donc ici l'instruction ou le traitement à exécuter lorsque cette condition est vérifiée. Donc si cette condition est vérifiée, c'est-à-dire si la valeur est négative, donc je dois afficher de nouveau un message à l'utilisateur pour lui demander saisir un nombre positif ou nul. Et après la saisie de la valeur, je dois récupérer de nouveau la valeur saisie par l'utilisateur et boucler dessus. Donc du coup, je fais ici ajouter lire variable, donc variable nombre, je fais OK. Là, j'ai mis en place ma structure répétitive qui me permet de contrôler la saisie de l'utilisateur. Donc cette condition sera exécutée tant que la valeur saisie par l'utilisateur est inférieure à 0. Et lorsque cette valeur ne va plus vérifier cette condition, c'est-à-dire lorsque la valeur saisie sera positive ou nulle, alors nous allons afficher la racine carrée à l'utilisateur. Donc ici, je vais afficher un message qui sera de la forme racine carrée. Je vais mettre racine carrée, racine de 2 par exemple, égale à une valeur donnée. Donc ici, j'affiche un premier message. Donc je mets ici racine de espace. Donc j'affiche un nouveau message. Donc là, je vais afficher la valeur de la variable. Donc je fais ajouter afficher variable nombre et j'ajoute une nouvelle ligne pour afficher, j'ajoute un nouveau message pour me permettre d'afficher ce égal. Donc je fais espace égal espace
Je fais OK. Nouvelle ligne. Donc là, je vais afficher un calcul. Donc dans ce cas, le AlgoBoss nous fournit une fonction qui nous permet de calculer la racine carrée d'un nombre. Donc je vais juste recopier ça. Donc je double-clique dessus. Donc là, la variable x représente ici notre variable. Donc nous souhaitons calculer la racine carrée. Donc il me suffit de remplacer ça par mon nombre. Donc je mets ici NBR. Je fais OK. Donc nous pourrons tester cet algorithme pour voir ce que ça donne. Donc là, c'était un message pour nous orienter. Donc je fais ça. Je teste mon algorithme. Donc je vais calculer, par exemple, supposons que je donne la valeur 16 déjà, on va voir ce que ça donne. Donc on me dit la racine carrée de 16 égale à 4, c'est bon. Je vais essayer pour la valeur 9 par exemple. Donc je m'attends à avoir 3. Le résultat est bon. Maintenant nous allons tester les cas de contrôle pour voir l'utilité du temps que et voir que le temps que résout efficacement ce problème. Donc là, je mets par exemple la valeur -1. Je fais entrer. On me dit saisir un nombre positif ou nul. Donc je saisis toujours -1. Donc tant que ma valeur est négative, j'aurai le message qui me demande de saisir un nombre positif ou nul. Donc maintenant, supposons que je me décide à mettre une bonne valeur. Donc si je mets par exemple 100, j'aurai 10 comme valeur. Donc voilà notre algorithme écrit en utilisant l'outil AlgoBoss. Nous voici donc à la fin de cette vidéo dans laquelle nous avons appris l'utilisation de la structure répétitive tant que, qui nous permet de répéter un traitement tant qu'une condition est vérifiée. Dans la prochaine vidéo de cette série, nous verrons une troisième forme de structure répétitive qui nous permet d'exécuter un traitement jusqu'à ce qu'une condition soit vérifiée. Vous jugez que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne YouTube DevPropulsor et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.